Bienvenue. Mon nom est Prava Calderon. Je suis coach et thérapeute et enseignante d'un processus unique de déshypnose identitaire. Je suis l'auteur de ce livre intitulé L'enfer narcissique. Sortez de cette folie hypnotique. Savez-vous que les troubles de la personnalité narcissique, connus comme perversion narcissique, est en fait une condition post-traumatique générée par l'interruption brutale du processus primordial d'évolution de l'enfant vers son autonomie psychoaffective? Eh bien, la dépendance affective est aussi une condition post-traumatique. Comme les narcissiques, les dépendantes affectives n'ont pas pu s'individualiser ni se différencier ou se séparer psychologiquement de leur mère. Par conséquent, ils sont restés figés dans l'étape narcissique de leur évolution infantile entre 2 à 4 ans. Ils manquent donc d'un soi solide, ils se sentent vides et ils développent des défenses narcissiques, bien sûr. Je vous suggère d'écouter attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Elle est très intéressante. Tout a commencé dans l'enfance. Dans leur enfance, les narcissiques et les dépendantes affectives n'ont pas été vus pour ce qu'ils étaient. Leurs parents ont invalidé leurs besoins psycho-émotionnels et ils ont transgressé leurs limites psycho-affectives et même corporelles. Si vous souffrez de dépendance affective, vos parents vous ont donné de l'amour, mais à condition d'une transaction. Vous étiez censé combler le vide psycho-émotionnel ou affectif de l'un ou le vide existentiel de l'autre. Ils vous ont instrumentalisé pour réaliser leurs rêves inassouvis ou pour concrétiser leurs fantasmes inconscients en échange de leur amour. C'est ainsi qu'ils vous ont empêché d'évoluer vers la construction d'une structure psycho-émotionnelle solide. Ce type de conditionnement provient des parents immatures, malheureusement, qui présentent un type de narcissisme secondaire. Regardez la vidéo où j'explique les différences entre le narcissisme sain et le narcissisme pathologique. Examinons les similitudes entre les dépendantes affectives et les narcissiques. Tous deux présentent un écart démesuré entre l'âge chronologique et l'âge psycho-émotionnel. C'est pourquoi, lorsqu'ils forment un couple, les deux dépendent l'un de l'autre pour se sentir exister. Au départ, ils installent une relation fusionnelle comme s'ils étaient des petits bébés. Ils s'idéalisent et se maternent. Pour cette raison, ils concluent qu'ils ont trouvé leur âme sœur ou l'amant d'une vie antérieure. La personne dépendante tombe amoureuse d'une image idéale d'elle à travers l'image idéalisée reflétée par les narcissiques. Sans le savoir, il espère achever le processus de séparation et individuation psychologique par intermédiaire de l'autre. Regardons maintenant leurs différences. Si pour se défendre de l'instrumentalisation dont il est objet, l'énergie psycho-émotionnelle et libidinale de l'enfant est investie seulement en lui-même, il devient narcissique. Si pour se défendre de l'instrumentalisation dont il est objet, l'énergie psycho-émotionnelle et libidinale de l'enfant est dirigée principalement vers les autres, il devient dépendante affective. Les dépendantes affectives ne peuvent pas s'empêcher de chercher un amour unique dans un partenaire idéalisé. S'il s'agit d'un narcissique, elle essaye de se construire, d'évoluer et de s'individualiser en l'englobant. Mais la narcissique a un programme inconscient de séparation. Le professeur Sam Wagner explique: les dépendantes affectives est affamée d'amour, d'intimité et d'acceptation. Le narcissique est affamé d'existence.
Pour cette raison, il essaye de devenir et d'exister à travers sa victime. La triste ironie est que le seul moyen de devenir et d'exister à travers la victime, c'est de se soustraire à son existence et de refuser son devenir. De l'autre côté de l'équation, la seule façon pour la dépendante affective d'obtenir l'amour d'un narcissique est de cesser d'être. Pour maintenir la relation, elle doit être aussi absente que le narcissique. Telle est la contradiction et l'énigme du fantasme partagé. C'est la rencontre de deux habilités irréconciliables et incompatibles. Considérons l'hypnose identitaire. Le narcissique et le dépendant se prennent tous deux pour un enfant blessé. Pour ces raisons, ils ne peuvent pas se détacher du parent qui les a instrumentalisés, car ces parents vivent imaginairement dans leur psychisme. Il s'agit à partir du faux self ou faux moi adopté dans l'enfance. Le faux self s'est construit par l'exposition répétée à des demandes parentales anxiogènes qui ont laissé une empreinte traumatique dans le psychisme de l'enfant qu'ils étaient. Ils ont introjecté l'instrumentalisation dont ils sont fait l'objet et l'ont incorporé dans leur psyché. Que se passe-t-il si vous êtes dépendante affective? D'une part, votre esprit reproduit les demandes anxiogènes et hypnotiques du parent qui vous a instrumentalisé. Vous ne pouvez pas grandir de peur d'être rejeté, abandonné par ses parents auxquels vous tenez imaginairement comme si votre vie en dépendait. D'autre part, vous cherchez une personne avec laquelle vous pouvez jouer le rôle que vous aviez adopté par la fusion avec ses parents. Identifié à votre enfant blessé, vous devenez chroniquement dépressif parce que votre énergie psycho-émotionnelle et libidinelle est investie surtout sur ses parents plutôt que sur vous-même, sur le monde qui vous entoure. Vous refoulez la colère générée par son traitement injuste, par le fait qu'il ou elle ne vous a pas donné un amour constant et fiable. Sans la possibilité de punir ses parents, votre colère refoulée se retourne contre votre partenaire ainsi que contre vous-même. Examinons le conflit de loyauté. La sensation de devoir être fidèle aux parents abusifs provient d'un surmoi qui impose les injonctions de tout ce que vous devez faire ou pas faire pour être aimé. Le surmoi est une voie mentale qui contient les valeurs et les injonctions parentales. Par exemple, si l'un de vos parents a fait de vous son ou sa partenaire romantique, vous avez souffert d'un inceste psychologique. Vraiment. Dans votre vie d'adulte, vous ne pouvez pas avoir une relation adulte sans être assujetti aux demandes du parent incestuel qui envahissent votre esprit. Pour être vu ou pour être aimé, vous jouez le rôle imposé par ses parents, car dans vos fantasmes inconscients, vous devez les maintenir heureux. Et la seule façon de les maintenir heureux est de les prouver que vous l'aimerez pour toujours. Votre surmoi vous fait croire que les parents abusifs seraient furieux si vous les trahissez. Explorons la projection de la rage. La projection de la rage est un mécanisme défensif tant pour les narcissiques que pour les dépendantes affectives, en fait. Pour tenter d'apaiser la rage produite par ces divinités implacables que sont les parents de leur esprit, ils font le transfert du parent qui les a blessés sur leur partenaire. Ensuite, ils projettent sur lui la colère contre les parents. Ils utilisent le partenaire. Mais si vous êtes codépendante, vous la tournez également
contre vous-même votre colère. Vous avez honte de vous-même, car en pensant que vous devez être éternellement fidèle à ses parents, vous entretenez un inceste psychologique. Puisque le surmoi vous fait croire que vous devez être puni si vous êtes infidèle, vous vous engagez dans des comportements destructeurs et autopunitifs générés par la honte toxique qui est liée parfois à votre fidélité et parfois à votre infidélité imaginaire à ses parents. Vous n'avez pas donc de la sensation d'être vous-même, sauf si vous entretenez une relation où vous oscillez entre l'effacement et la soumission et la conduite abusive contre votre partenaire sur laquelle vous projectez votre rage. La projection de votre rage contre votre partenaire est plus prononcée si vous souffrez du trouble de la personnalité limite, borderline. Les dépendants affectifs projettent donc leur rage sur leur partenaire afin de prouver aux parents abusifs qu'ils sont des enfants qui resteront à jamais fidèles à lui. Et cela est complètement inconscient, bien sûr. Alors que les narcissiques projettent leur rage sur leur partenaire pour se venger et se séparer de la mère qui les a blessés. Tous deux créent ainsi une interaction complètement malsaine qui confirme leur stress post-traumatique. Regardons leur anxiété chronique. Comme les narcissiques, l'anxiété de dépendante affective est extrême. Identifiés à leur faux self-dépendante, ils s'accrochent aux êtres chers parce qu'ils anticipent l'abandon. Ils sont paralysés par l'angoisse de la séparation. Leur anxiété se manifeste dans les relations intimes par des états régressifs, générés par l'insécurité ontologique, par la peur de l'absence ou d'un vide intérieur, ainsi que par le manque d'amour et de valeurs personnelles. Regardez la vidéo « Les fantômes de la dépendance affective ». La personne dépendante est constamment préoccupée par un futur incertain au point d'avoir des pensées catastrophiques. Même une simple décision peut devenir un défi épuisant car elle ne fait pas confiance à ses capacités. La perturbation générée par le manque d'estime de soi et de confiance en soi freine ses actions et l'empêche de lancer ses projets. Pour cette raison, elle cherche quelqu'un pour l'aider à réaliser ses rêves, car elle se sent incapable de les mener à bien toute seule. En réalité, ces personnes sont souvent animées par une ambition refoulée. Dans ce sens, elles se ressemblent aux narcissiques cachés. Mais au contraire d'eux, elles se sentent malheureuses de devoir dépendre des autres. Observons leurs demandes implicites, irréalistes. Affamés d'existence, le narcissique fait de ses enfants et de son partenaire ses extensions identitaires. Il demande à son partenaire soins, services, ravitaillement narcissique et sexe. Il transpose sur il ou sur elle son fantasme partagé vindicatif en utilisant une nouvelle stratégie destructive. Regardez les vidéos sur ces thèmes. De son côté, la personne dépendante affective est affamée d'amour. Elle demande de l'amour en utilisant l'instrumentalisation, le chantage ou l'extorsion jusqu'à étouffer psychologiquement son partenaire. Inconsciemment, elle pousse ses enfants et son partenaire à prendre en charge sa régulation psychoaffective, son propre équilibre psycho-émotionnel, voire la responsabilité de sa vie. Ces enfants sont contraints de jouer le rôle de compagnons de substitution, de père ou de mère, de soignante ou de sauveur, voire de thérapeute. Considérons le contrôle mutuel. Les narcissiques contrôlent leur partenaire pour se séparer d'elle
avec leurs fantasmes partagés, alors que les dépendants contrôlent leurs partenaires pour les maintenir auprès d'eux. Lorsque le rejet devient réel et que l'abandon semble imminent, la personne codépendante contrôle et manipule son narcissique par sa fragilité psycho-émotionnelle, ce qui fait d'elle une véritable victime. Par son auto-victimisation, elle essaie d'attirer l'attention de ce narcissique car elle vit dans l'agonie d'être constamment niée. Mais tout ce qu'elle obtient est son indifférence glaciale et sa rage destructrice, qu'elle soit passive ou active. Sa souffrance tombe sur lui comme la pluie sur les plumes d'un canard. Voyons comment les dépendants affectifs se façonnent. Au contraire des narcissiques, qui façonnent leurs partenaires par leurs fantasmes partagés vindicatifs, la personne dépendante se façonne elle-même par son propre besoin compulsif de plaire. Le professeur Sam Wagner explique: la personne dépendante se façonne elle-même en faisant plaisir aux autres. Elle peut tout accepter d'eux si cela sera assuré la présence ininterrompue de son partenaire, de sa famille ou de ses amis. Peu importe la façon dont elle est maltraitée, elle reste investie et engagée. Elle évite les conflits avec son partenaire et ses amis. Elle peut ainsi extraire sa nourriture affective car elle ne se sent pas vivante lorsqu'elle est seule. Comme un enfant, elle se sent impuissante, menacée, indécise et mal à l'aise. Ce mal-être aigu pousse la personne dépendante à espérer des sources de nourriture interchangeables d'une relation à l'autre, que ce soit avec quelqu'un de spécial ou avec n'importe qui d'autre. Tout est préférable à la solitude. Examinons le stockage des introjections. Selon Sam Wagner, les introjections sont des snapshots, des photos instantanées. Ce sont des images mentales que les narcissiques et les dépendants affectifs font de leurs partenaires intimes afin de les contrôler. Ce stockage est une défense narcissique, bien sûr. Les narcissiques stockent leurs introjections pour se séparer des partenaires devenus leurs mères. Les dépendantes affectives stockent leurs introjections pour fusionner avec leurs partenaires sur lesquels ils transfèrent les parents qui les ont instrumentalisés. Au fur et à mesure que l'anxiété liée au possible abandon augmente, la codépendante fait l'introjection des images de son narcissique et il les stocke. Elle crée ainsi l'illusion de les posséder, de les contrôler ou de les attirer vers elle. Par cet stockage interne, elle tente de préserver sa survie psychoaffective ainsi que l'intégrité de la cohésion de son faux self. Regardons leur auto-évaluation. Les narcissiques et les dépendantes s'auto-évaluent, mais la personne codépendante évalue surtout ses insuffisances, alors qu'elle a une perception grandiose et délirante de son narcissique. Par contre, le narcissique a une perception grandiose et délirante de lui-même, mais à partir de son empathie froide, qui est purement cognitive, il porte un regard pénétrant sur autrui. L'absence d'une boussole intérieure permettant à la personne codépendante d'évaluer de manière réaliste ses insuffisances, autant que ses qualités, ses capacités et ses ressources, freine son autonomie et son efficacité dans son travail ou dans la société. Si elle vous donne l'impression d'être indolente ou d'éviter les défis de sa vie, c'est parce qu'elle a une auto-évaluation très négative. Explorons leurs fantasmes grandiose. Les narcissiques utilisent leurs fantasmes inconscients comme mécanisme défensif. Par exemple, ils vivent dans leurs fantasmes grandiose, se sentir supérieurs.
Mais l'empathie de dépendance affective est également un fantasme grandiose qui les fait croire qu'ils ont le pouvoir de changer leur partenaire ou de guérir leur narcissique. Mission impossible! Ils restent ils ressentent de l'empathie pour ces pauvres individus qui dépendaient pour son ravitaillement narcissique. Mais leur empathie extrême les emprisonne dans cette relation toxique. Par cause de leur empathie, ils se sentent coupables, car ils pensent que ce sont eux qui ont poussé leur narcissique à les maltraiter. Ils se sentent coupables de souhaiter la séparation. Comment vous en réveiller? Pour commencer, je vous suggère d'étudier mes articles, mes vidéos et mon livre, tous basés sur les enseignements du professeur Sam Wagner, autant que sur mon expérience personnelle et mon expertise. Ensuite, posez-vous ces questions. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je veux? Ce sont des questions essentielles si vous voulez vous réveiller de la hypnose identitaire qui contrôle votre vie. Si vous voulez prendre contact avec moi, vous trouverez des informations sur la page en dessous de cette vidéo. À bientôt.